Ma vie d'alpiniste, il y a 2 fois où je suis arrivé vraiment à l'extrême limite, je pense. C'est une fois au Dru, où je suis resté 19 jours dans une paroi en solitaire, avec une semaine où j'étais bloqué pendant une semaine. Je suis rentré, je faisais 48 kilos. Une semaine bloquée? Oui, dans la paroi. Tout seul? Tout seul. Il faisait Et on fait quoi, du coup moins 20. Pourquoi bloqué alors? Bloqué parce que Pour quelle raison? Des il y avait questions du météorologiques? mauvais En fait, temps. Ouais, Il y avait du mauvais temps. J'avais pas de radio pour assurer mes enfants. horreur. Mais moi j'étais bien dedans. J'étais bien. Et quand je suis rentré de cette paroi, mon fils m'avait dit Tu nous as fait peur. Papa, je t'ai oublié pendant une semaine. Et après, je suis revenu dans cette même paroi et j'ai réussi, mais j'avais pris avec France Inter et Paris Match, j'avais financé un radiotéléphone pour vraiment rassurer mes enfants. Mais c'était quelque chose qui finalement devenait encore plus dur dans la paroi. Parce que... Mais Marc, vous faites quoi pendant une semaine dans une paroi bloquée par la neige? on plante des Sucer glaçons. Non, mais c'est vrai, même les besoins. Mais non, mais vous parlez de manger, de boire. On fait comment pendant une semaine? Eh ben, Tu as des ouvertures. Hein. Oui, tout à fait. Derrière aussi, la combinaison, on a une combinaison pour faire tout ce qu'il faut. Et puis on amène des rations. J'avais des rations alimentaires pour 20 jours. Donc j'étais au bout de la limite. C'était le minimum. C'est pour ça que quand je suis rentré avec l'effort physique... T'as jamais eu peur à ce moment-là? Non, parce que j'avais peur avant d'attaquer la paroi. Une fois que j'étais dedans, tu es dans ton élément et ça va. Si tu as peur, il faut redescendre. Au contraire, ça devient un voyage, ça c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il faut réellement avoir foi en soi quand même pour faire ça? Ouais, ben c'est l'expérience, c'est fabuleux quand même d'être avec la nature, avec les fissures, on met des pitons dans les fissures, on monte, c'est un parcours, voilà, c'est un Dans voyage. votre bulle. Et je voudrais pas oublier de vous dire aussi, quand j'ai refait l'Everest, enfin quand j'ai fait l'Everest en 24 heures, à ma 3e tentative, je suis rentré, là je faisais 46 kilos quand je suis rentré. Donc mon poids de forme était de 54 kilos. Ouais, ce qui est déjà... Ouais. Pour 1m67. C'était l'extrême pour 1m67. Alors Mais quand on surtout- est adepte de ce genre de discipline, il y a aussi donc des moments difficiles. Certains racontent les corps, parfois trouvés en montagne, bien sûr, et les hallucinations aussi, notamment dans les derniers mètres. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce genre de scène, de voir des trucs parfois un peu paranormaux, quoi? Oui, alors ça, j'ai pas eu, mais par contre, il y a un grand alpiniste suisse qui malheureusement a disparu, qui s'appelait Loretan, avec son copain Troyer, qui est toujours vivant et qui est un navigateur, un grand navigateur. Troyer et Loretan, quand ils ont fait l'Everest côté tibétain, dans des conditions très très difficiles, ils ont eu des hallucinations. Et puis ce sont des Suisses, alors ils ont vu des vaches. L'oxygène, tu penses? Manque d'oxygène. Ouais, c'est ça sûrement. qui te... Ouais, bon. Enfin, eux en parlent bien. Moi, j'ai pas eu d'hallucination, mais j'avais tellement une capacité à très haute altitude, c'est une chance assez exceptionnelle. On n'est pas très nombreux, hein, parce que ça, on n'en parle pas très souvent. Quand on parle beaucoup des ascensions de l'Everest, on ne sait pas si c'est avec ou sans oxygène. En fait, on est très très peu à faire l'Everest sans oxygène. Il y a peut-être 6 ou 7 000 personnes qui ont fait l'Everest, mais on est moins de 100 à l'avoir fait sans utiliser bouteille d'oxygène. Alors, par rapport au fait que les 2 premiers essais où justement tu vas pas au bout, c'est parce que tu as un manque d'oxygène, parce que physiquement tu es au bout de toi, Alors non, c'était pas ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu ce projet, quand j'ai su que je pouvais faire l'Everest en moins de 24 heures, ça a été lors d'une expédition que j'ai faite au Népal, qui s'appelle le Dhaulagiri. Et là, j'étais avec le meilleur Sherpa, le meilleur alpiniste népalais de l'époque. Et on a fait cette ascension. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait faire cette ascension qui se faisait normalement. La phase finale se faisait en 3 jours, et moi je savais qu'on pouvait le faire en une seule journée. Mais mon ami Sherpa, psychologiquement, il ne se sentait pas capable d'y aller en un jour, parce qu'il y avait des barrières psychologiques, et j'ai réussi à le motiver à le faire en 2 jours. Et on l'a réussi en 2 jours, et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait le faire en un jour. Et c'est là que je me suis dit, mais je peux faire l'Everest en un jour. Et L'Everest, c'est combien déjà? 8000, c'est presque 9000, c'est 8848. ça doit être quelque chose quand même. Parce qu'une image aussi qui est intéressante pour les gens qui ne connaissent pas bien la montagne, c'est ceux qui font l'Everest avec de l'oxygène, c'est un peu comme si on mettait au Tour de France des vélos et des mobylettes. Et le premier qui arrive, gagne. C'est complètement différent. On peut faire l'Everest. Et quelles sont les sensations? Enfin, plus tu montes, il y a des sensations de suffocation, de titubation, j'en sais rien, je sais pas comment employer les bons mots, mais est-ce qu'il y a des phénomènes physiques que tu perçois
au fil de la pression, ton escalade? Alors là, j'irai directement au but. La fois où j'ai le plus souffert, c'est effectivement quand j'ai réussi à ma 3e tentative à l'Everest. Ça a été les 200-300 derniers mètres où c'était horrible. Je marchais un quart d'heure, je vomissais, j'avais rien à vomir, je vomissais et je retrouvais l'énergie de repartir et je suis arrivé. Et si j'avais réussi à ma première tentative, j'aurais été beaucoup plus vite. Quand il y avait un match plus important qu'un autre, soit à jouer, soit à diriger, puisqu'après j'ai eu la chance d'être entraîneur, ben j'avais déjà ma stratégie personnelle pour arriver à dédramatiser. C'est quoi? Et moi-même, ben c'est de relativiser les choses. Donc, ça veut dire des conneries. Ce n'est que du foot. Mais préparer un match. Hein? Être jeune, faire le métier qu'on voulait faire quand on est gosse. Mais j'ai dit, attends, tu as l'angoisse de quoi, toi? Ben, je vais essayer de t'aider. C'est vrai que quand tu auras 80 ans, devant la cheminée, avec mamie à côté, et les petits enfants qui te poseront les questions, papy, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais mon âge, 17, 18, 20, allez, ou 21? Eh bien, je préparais un match de football, une finale de la Coupe de France, et j'angoissais, je tremblais comme ça. Mais ton petit-fils, il va te prendre pour un fou. Il va te dire, mais attends, mais tu t'es pas... Ben oui, ben... On m'a dit que tu maniais l'humour, toi, avant les matchs, justement. C'était un élément pour un petit peu... détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère et te détendre aussi. Je ne vais pas dire j'étais, parce que c'est peut-être pas terminé. Mais c'est vrai que je suis un peu moqueur non, mais aussi. Est-ce que c'était pour toi aussi un élément justement pour te détacher et puis aussi pour permettre à l'ambiance globalement du groupe de pouvoir se détacher naturellement. J'ai jamais pensé faire le pitre ou non, mais j'ai pas dit ça, dans le jeu de niche. Mais par contre, sortir 2-3 conneries pour dédramatiser la situation, dérider la situation tout en étant concentré quand même, ce mélange-là de concentration tout en étant décontracté, quand tu arrives à le réussir, tu as déjà mis le maximum de ton côté. C'est ce qu'on appelle la confiance. Mais trembler d'un adversaire, mais si tu rencontres un adversaire qui est meilleur que toi, mais c'est un plaisir déjà de te mesurer. Comme nous, on a la chance en football que c'est l'association quand même de 11 bonhommes pour pouvoir... Là, c'est pas comme quand tu es sur un ring de boxe et que tu rencontres Cassius Clay, c'est sûr que tu es mal. Hein. Là, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça que on doit pouvoir quand même se servir de certains propos pour que dans la salle, il y ait une vision différente des choses et surtout pas de prendre ce match à venir comme un drame. Il faut que ce soit un plaisir, le plaisir de jouer au football. On n'a jamais dit travailler au football, c'est jouer. Bien donc j'ai pas l'impression que parfois, dans les matchs que je vois qu'on joue. Non, on joue pas. Ouais, on est obligé de faire un match de football. C'est cette impression que j'ai. Je vois certaines têtes d'enterrement ou certaines têtes de perdants avec les gros plans que nous avons maintenant avec l'évolution des caméras. Mais je me dis, mais il réalise la chance qu'il a. Ouais, et certaines personnes, évidemment, que je ne citerai pas les noms, que ce soit coach, que ce soit joueur, j'ai dit, mais est-ce qu'au moins quand ils se réveillent le matin, ils sont contents et conscients de la chance qu'ils ont? Parce que là, je les vois quand même un peu au-dessus de leurs possibilités. Hein. Quand je disais que j'étais complètement d'accord avec Roland, je dis moi, il y a 3 axes que je vois qui sont importants. On parlait du monde amateur. Aujourd'hui, j'aimerais pas être arbitre au niveau amateur dans certaines régions parce que tu dis mais laisse tomber, tu es même des fois à 2 doigts de te risquer ta vie sur des décisions arbitrales qui sont mal perçues. Ça descend des tribunes, ça sort à coups de batte de baseball. Enfin bref, c'est pas régulièrement, mais ça arrive quand même. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'éducation dans le monde professionnel. Est-ce que les clubs n'ont pas intérêt aussi à jouer le jeu à ce niveau-là, parce qu'il y a une méfiance, une défiance aujourd'hui entre le corps arbitral qui peine aussi à se remettre en question. C'est quand la dernière fois qu'on avait un arbitre français dans une grande compétition internationale?
Il faut remonter. C'est un peu le Ça désert. remonte, ouais. Donc quelque part, je veux bien être les défendre, mais c'est bien aussi que de temps en temps qu'ils se remettent en question le corps arbitral. Parce que je vais te prendre un exemple tout bête, 2 exemples. Quand j'ai commencé en pro, on avait des arbitres, on connaissait leurs prénoms, ils nous appelaient par nos prénoms, ils étaient durs, mais ils étaient réglo sur le terrain, mais ils n'hésitaient pas aussi à sourire, à bavarder avec toi, à t'expliquer des fois la sanction. Aujourd'hui, il y a une radicalisation des 2 postures, à la fois celui qui reçoit la sanction et celui qui la donne. C'est-à-dire que celui qui la donne ne donne quasiment jamais d'explication, c'est une façon autoritaire d'asseoir encore plus son autorité. Et la personne qui reçoit la sanction, toujours dans la véhémence, toujours dans la vindication, et souvent même dans l'agression verbale. Le nombre de fois, on a des gros plans au niveau professionnel où tu as les mecs, tu n'as même pas besoin de lire le langage des signes pour comprendre ce qu'il leur dit, parce que le mec se prend tous les noms d'oiseaux. Et moi, je trouve que ce sont des choses qui sont à travailler, mais quelque part, tu te dis que, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, la méconnaissance aussi du code d'arbitrage. Mais elles changent tellement souvent, les règles aussi. Certaines règles changent tellement souvent, tu te dis, tu t'y perds, quoi. Même nous, en tant que pro, des fois, tu te dis, même quand tu commentes un match, tu dis, qu'est-ce que je dis là? Tu sais pas, parce que... Donc, c'est réactualisé en permanence. Mais là où moi, je veux en venir, c'est que, et c'est à l'image aussi des représentants de l'ordre, quand je vois ce qui se passe en Angleterre au niveau des sanctions, dans certains pays, au niveau des sanctions, si jamais tu touches un arbitre, tu remets en question les choses et tout. En Angleterre, tu discutes avec les arbitres. Les mecs t'expliquent pourquoi ils te mettent la sanction. Des fois, ils rigolent avec toi. Des fois, ils t'appellent par ton prénom. Tout de suite, ça casse un petit peu la glace. Ça casse un petit peu la distance qu'il peut y avoir entre un joueur. Et moi, je trouve que cette notion de respect qui apparaît. Exactement. Là, aujourd'hui, en France. Rappelez-vous, Wurtz, tous ces grands arbitres et Bien tout, sûr. les mecs qui glissaient à côté de toi en train de rigoler, à te mettre un carton. Qu'est-ce que Il y tu avait veux la lui dire au mec? psychologie du dialogue Mais à oui. l'époque. Oui, exactement. Donc, je pense que dans les 2 corporations, ceux qui font le football et ceux qui représentent le corps arbitral, je pense c'est aussi... sûr que là, on passe d'une extrémité à l'autre. Quand tu as un garçon comme Wurtz qui venait en courant te dire « Je me suis trompé ». Mais oui. Et tu peux pas te disputer avec. J'ai jamais vu un arbitre sortir c'est d'un pas match, possible. après des grosses bourdes, disons « Je me suis trompé ». Sera la Ouais, Juve c'est après, au tour extraordinaire. suivant, c'est ça Vincent? Ouais, c'était la Juve avec. C'était la Juve. Bon, là, il y a d'autres choses à dire sur les arbitres à l'époque. Je pense que. Enfin, bon, c'est mon sentiment, hein, mais. Match retour où on s'était un petit peu volé sur un penalty qui n'avait pas été sifflé sur leur joueur, qui se fait agripper, il se fait ceinturer, et puis un croche-patte, il s'est pas penalty à un quart d'heure de la fin. Enfin, mais il y avait tellement peu d'espace entre les 2 équipes parce que il y avait vraiment Ça joue à pile ou face. Ouais, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Et en fin de compte, on a perdu cette double confrontation sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'au match aller, on perd 2-1, mais dans les dernières secondes, il y a Badjo qui marque sur un coup de pied arrêté, qui n'était pas foncièrement sifflable, mais qui a été sifflé, qu'il a transformé de par son talent, parce qu'il faut le mettre. Et il a marqué un super coup franc. Et puis le match retour, on ne siffle pas ce penalty qui aurait fait basculer la qualif pour nous après derrière. Parce qu'après, il marque à 5 minutes de la fin, je crois. C'est Viali qui marque, mais bon. Voilà. C'est qui l'entraîneur, Arthur Georges? Ouais, c'est Arthur Georges. Mais vous pensez qu'au niveau de l'arbitrage, à l'époque, il y a eu... Cet arbitre-là, c'est un garçon qui s'appelait Willem Bergs, j'ai encore son nom en tête, et j'ai jamais vu arbitrer derrière. C'est un peu comme des arbitres qui passent dernièrement, où il y a des arbitrages un peu bizarres. Enfin, voilà. Je me rappelle l'histoire de l'arbitre lors du match Chelsea-Barça, non? C'est pas ça? Oui, aussi, ouais. Ouais. Et puis Denise Avec Aitokin Drogba aussi, qui se met devant la caméra, qui dit... Voilà. qui était devenu complètement fou. Disgrace. Est-ce que vous avez pour nous une petite anecdote d'Ascension, une scène cocasse, quelque chose qui vous a marqué? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je parlerai plutôt d'un souvenir, puisque Manu est à côté de moi, qui vient. C'est que quand Manu et l'équipe a gagné la Coupe du Monde en 98, moi j'étais en montagne, je revenais du Mont Blanc, et tout le monde regardait la Coupe du Monde au refuge du goûter, sous le Mont Blanc. Voilà. Et moi qui regarde jamais le foot, je regardais. Et c'est obligé. Non, mais T'étais j'étais emporté content par la parce qu'il y vague, avait un engouement formidable. Même ceux qui ne sont pas passionnés du foot comme moi. Même en montagne. Oui, Jusqu'au au Mont refuge, Blanc, ils Manu. avaient installé un écran de écran. télé et tout au refuge.
Je le disais, de jolies photos de Philippe Tournaire. Évidemment de l'après, mais au départ, c'est venu comment cette passion? T'étais dans un foyer déjà qui était alpiniste ou pas du tout? Enfin, comment c'est arrivé? Non, pas du tout. Je suis né dans le Lot-et-Garonne. Je pense que j'ai gardé un petit peu l'accent. Dans un petit village de Montflanquin, à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et j'étais un enfant turbulent. Et ma mère m'a trouvé une école qui m'a un peu canalisé, école du bois à Luchon. Donc j'ai découvert la montagne à Luchon, au pied dans les Pyrénées. On cherchait quelque chose pour te faire peur. Pardon? On cherchait quelque chose pour te faire peur et on a trouvé une montagne qui pouvait peut-être t'inquiéter. Pas tout à fait. On a réussi à me canaliser en me trouvant une école où ça me plaisait, c'est travailler le bois. Et là, j'ai découvert la montagne. Et donc, comme la nature m'a donné une condition physique au-dessus de la moyenne, eh bien, là, j'ai commencé à marcher, courir dans la montagne éperdument. Mais comment tu fais, par exemple, l'Everest, le Mont Blanc, tu arrives à des hauteurs incroyables, mais sans oxygène. Sans oxygène. Comment tu arrives à maîtriser? Enfin, il y a une certaine peur, j'imagine, à un moment donné. Oui, qui peut arriver. Alors, comment tu maîtrises ça, ou c'est totalement oublié, c'est évacué? C'est une découverte qui a pris plusieurs années quand même. Ouais. Déjà la découverte de la montagne à Luchon. Après, c'était de la randonnée. Je faisais de la montagne comme ça. Après, j'avais une admiration pour les alpinistes, mais jamais j'aurais pensé aller me pendre dans une paroi comme j'ai fait après. Et c'est en découvrant la montagne et après l'escalade, grâce à un club qui s'appelle Amitié Nature, ils m'ont dit viens faire un peu d'escalade avec nous. J'avais 18 ans et j'avais peur. Mais une fois que j'étais dans la paroi, finalement, j'ai découvert que c'était pour moi. Donc j'ai arrêté de courir comme un fou dans les montagnes, tout ça, et je me suis mis à faire de l'escalade à tout va. Et rapidement, comme je me découvrais très rapidement, eh bien, j'ai été sélectionné pour faire un sommet au Pérou. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une faculté à la haute altitude qui était au-dessus de la moyenne. Alors, oui, allez-y. Voilà, donc j'ai fait une expédition au Pérou, c'était en 1974, et là j'ai découvert qu'effectivement j'avais une physiologie adaptée à la très haute altitude. Et alors j'ai des contradictions énormes parce que j'aime pas le froid, et finalement j'ai passé ma vie dans la très haute montagne. C'était un domaine qui me convenait physiquement, et finalement ça m'a permis de me réaliser. Parce que mes profs de gym, ils voulaient me faire de la compétition, et moi je voulais pas faire de la compétition. Et l'alpinisme, finalement, c'était le sport qui me convenait au mieux. Mais au niveau de ton rythme cardiaque, donc qui doit être, je suppose, exceptionnel, il y a un sport qui aurait pu être le tien aussi, c'est cycliste. Oui, mais mon frère était cycliste, mais j'avais pas envie de faire la compétition. J'avais pas envie de me battre. Et justement, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, les champions. Oui, sérieusement. Parce que j'aurais jamais pu. Bon, en foot. On n'a jamais risqué notre vie, nous, sur un terrain, tu sais. Ah oui, mais ça. Oui, mais j'étais casse-cou. Ça, c'est. J'ai la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas casse-cou, parce que pour faire de l'alpinisme, il faut être un peu fêlé. Et j'ai ce côté fêlé. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas, mais bon, il faut être un peu fêlé quand même pour faire un certain niveau. Il a combien de rythme cardiaque? Il a été à 36. Ouais, comme les cyclistes. Ou comme les marcheurs, comme Johan Diniz. Comme les cyclistes de haut niveau quand même. Moi, 36 c'est rare. Au niveau de la Coupe du Monde, j'étais à ce niveau-là, moi aussi. J'étais dans ces niveaux-là, au niveau de battement de cœur. Bon, maintenant, j'ai dépassé la minute, mais... Nous prenons des habitudes dans une évolution du football qui est de contester systématiquement les choses, mais ça se règle. Alors, je ne dis pas que ça se répare à 100%, mais ça s'améliore. Je vais te donner 2-3 exemples, Sarah. On parle de la vidéo, mais déjà, la vidéo, elle ne peut être qu'un plus pour l'arbitrage, à condition de bien savoir s'en servir. Si on pense que la vidéo va remplacer l'arbitre, on se trompe. C'est l'arbitre qui doit justement être plus costaud dans son arbitrage, en évitant des fautes qu'on a pu avoir sur ces 30 ou 40 dernières années. Quand, par exemple, il y a un penalty, ça peut être l'objet d'un énorme problème dans un stade. Un penalty non sifflé ou un penalty sifflé qui n'aurait pas dû être sifflé. Et après, on a la bêtise dans ce stade de pouvoir montrer sur un écran géant, alors que déjà avec tous les iPhones, etc., on sait ce qui se passe, on sait s'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu. Donc je pense qu'il faudrait plutôt s'occuper de changer et d'améliorer certains règlements pour après se dire, tiens, on a facilité
l'arbitre, donc on a facilité son arbitrage par des règlements qui sont des règlements pondus par des gens intelligents. Je ne me prends pas pour plus intelligent que ce que je suis, mais quand on demande par exemple à un arbitre pour siffler un penalty lors d'une main, si elle est intentionnelle ou pas, celui ou ceux qui ont pondu ce règlement, il faut qu'ils se remettent vite en question, on lui demande l'impossible. Et ça sera toujours aussi contesté. Si on pense que la vidéo va pouvoir régler quelques problèmes, oui, que la vidéo puisse régler un problème si le ballon est rentré ou pas rentré, s'il y a eu vraiment une faute grave ou quoi, ça c'est un plus. Mais la vidéo ne va pas pouvoir régler un penalty si la faute elle est intentionnelle ou pas, notamment je parle de la main. Donc faisons gaffe quand même au règlement, essayons d'améliorer les règlements, essayons de se servir intelligemment de toutes ces possibilités technologiques que nous avons dans notre époque, et après il y aura peut-être moins de problèmes. Alors Vincent, Marc nous parlait de cette peur avant l'ascension, pas quand on y est, mais au moment justement de monter. Il paraît, Vincent, qu'il y a un joueur du PSG qui vomissait littéralement d'anxiété avant les matchs. Ouais, il y avait un joueur qui jouait malheureusement les matchs avant de les jouer réellement, et que ça soit en championnat. Je sais que tu vas pas dire son nom, mais Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais c'est un défenseur. Il était du côté de Toulouse d'ailleurs. Je vois qui c'est. Ouais. J'ai vécu la même scène avec lui. Ah ben, c'est pas un secret, ça sue. Ouais, Jean-Luc. Alors, il y a une anecdote, c'est vrai, un match de Ligue 1. On se prépare tous dans le vestiaire. Il était avec Daniel Bravo, parce qu'il était originaire de la même région, enfin, quand il était jeune. Et puis, au bout de 5 minutes, il dit putain, Daniel, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu as fait de mon protège tibia? Donc, Daniel dit qu'est-ce que tu me fais chier? Ouais, j'ai pas de protège tibia. Puis, il commence à faire le tour du vestiaire. Ça dure 5, 10, 15, 20, 30 minutes, tu vois. Puis à un moment donné, il revient, et puis Daniel, il dit, mais regarde, ça se trouve, regarde t'as ton autre jambe, là, t'as peut-être mis 2 protège-tibias sur la même jambe. Il dit ça à la cantonade, comme ça. Il descend la chaussette, il a mis 2 protège-tibias sur la même jambe, avant le match, tu vois. Et il avait fait chier tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, on a été jouer un match de Coupe d'Europe pour Real de Madrid. C'était effectivement un match important, la veille. Et ça, je l'ai su après. À 2h30 du matin, il faisait les 400 pas dans le couloir. Toi. Puis le kiné, à un moment donné, il sait pas pourquoi, il a entendu du bruit, il ouvre la porte et il voit Jean-Luc, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'arrive pas à dormir. Il refaisait déjà le match, tu vois, avant de le jouer, quoi. Il dit, mais 2h30 du matin. Et il lui dit, va me chercher un Besta ou un truc comme ça pour dormir. Ouais. Et non, c'était pas possible. Mais toi, ça, de t'entendre, là, ça me fait penser quand j'ai lu, avant de te rencontrer, il y a 3 ans maintenant, hein, déjà. J'avais lu donc ton livre pour te connaître un petit peu plus. Lequel, le premier? Oui, c'est ça. Ouais. Et je vois quand même, c'est pas facile de faire une carrière comme vous faites. Je veux dire, c'est quand même. Il faut gérer la pression, mais c'est une histoire. Oui, à la fois, c'est une histoire de personnalité. Ouais. Donc, il y en a qui sont plus sensibles à ce genre de choses. Et c'est pareil peut-être pour l'altitude également, mais tu peux le travailler. Tu peux essayer de t'améliorer. Après, évidemment, il y a des gaps qui sont différents entre Manu qui il va peut-être quand il était à 12 pulsations quand il avait 19 ans, Roland peut-être 13 et puis moi 25 et toi 2, tu vois. Enfin, et après, tu peux le travailler. C'est des choses que tu peux améliorer et travailler, mais tu es dépendant de ta personnalité à la base. Génétiquement parlant, on est tous malheureusement avec un puzzle qui est